Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de la Côte Imo, une émission, vous le savez, coproduite par Bismart et Radio Imo. Bonjour Sylvain, ravi de vous retrouver. Bonjour Eva, et comme vous le savez, chaque mardi, c'est une émission verte, green. Voilà, chaque mardi, on va essayer d'aborder l'immobilier green. C'est toutes les questions à sensibilité environnementale, car vous parlez des bonnes pratiques en la matière, au-delà de l'ère du temps. Ça nous tient véritablement à cœur, notamment dans cette émission. Eva, on va parler avec notre invité et nos invités de ce sujet. Tout à fait, au sommaire aujourd'hui, plus précisément, on évoquera ensemble les bienfaits des habitats partagés, puis dans un second temps, les aides et les freins s'agissant de la rénovation d'un bien immobilier. Pour en parler, nous accueillerons Oscar Lustin, cofondateur de Domani, ainsi que Audrey Zermati, directrice stratégie Défi. Ne bougez pas, la Côte Imo, c'est tout de suite. L'économie du partage, voici la bonne nouvelle, Eva. C'est un phénomène social et sociétal, voire sociologique, peut-être anthropologique, qui n'est plus à penser comme de la charité envers les plus vulnérables, mais comme un véritable mode de vie en phase avec les nécessités, les impératifs écologiques. Les habitats partagés, une mouvance en plein effort. Quel green, quel justement habitat transitionnel sur le plan énergétique, sur le plan environnemental, penser autrement à l'habitat. C'est la réponse avec notre invité Oscar Lustin qui est sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Alors Oscar, vous êtes le cofondateur de Domani. Merci d'avoir accepté justement cette invitation. Alors d'abord, on va essayer de définir ce que vous faites chez Domani pour bien le comprendre. Et ensuite, je vais vous poser une question sur l'habitat, notamment l'habitat partagé. Oui, tout à fait. Donc, Domani, on crée des habitats partagés et accompagnés pour des personnes âgées en perte d'autonomie. Donc, on conçoit dès le début des bâtiments du coup neufs, bien souvent, qui font environ 1500 mètres carrés, où dedans, il y a 2 habitats partagés, donc 2 colocations en fait, pour 8 personnes âgées en perte d'autonomie. Et ensuite, il y a une quinzaine d'appartements, qui sont des appartements un peu plus classiques, qui sont fléchés pour des publics mixtes, soit des seniors un peu plus autonomes, soit des familles, des jeunes actifs. Et donc, tout ça crée un bâtiment intergénérationnel dans lequel on s'inscrit, et nous, notre métier, c'est vraiment d'accompagner ensuite les personnes âgées au quotidien. Donc sur place, on a des salariés, des coordinatrices qui s'occupent un peu de chapeauter tout ça et d'accompagner la perte d'autonomie. Est-ce que Domani n'est pas la version co-living? C'est très à la mode en ce moment, mais ça marche plutôt bien, hein. À l'instar de vos collègues qui sur d'autres sujets, comme Colonie par exemple, ou d'autres. Il y a une vague sociale et solidaire. On essaye aujourd'hui de vieillir dans les copropriétés ou d'adapter les personnes en dehors des EHPAD, et on l'a vu, l'effet délétère, avec la mixité générationnelle. Est-ce que ce modèle-là fonctionne concrètement aujourd'hui? Et est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une nouvelle génération d'occupants, d'habitants, notamment parce que vous avez des espaces communs, partagés, beaucoup plus accrus que dans l'habitat traditionnel? Est-ce que ça fonctionne concrètement? Concrètement, oui, ça fonctionne. On a ouvert il y a 1 an et demi, du coup, à Pessac, notre premier habitat partagé, et on voit que les effets à la fois sur les personnes âgées, mais aussi à l'échelle un peu plus large du quartier, le fait d'avoir ces habitats qui sont mixtes, qui sont au cœur des villes, on voit qu'il y a des effets très positifs sur les personnes. Nous, on regarde aussi ce qui se passe sur les aidants professionnels, les gens qui sont là au quotidien pour accompagner les personnes, et le fait que ce soit beaucoup plus familial, beaucoup plus à taille humaine, ça aussi, ils apprécient. Donc finalement, oui, on remet un peu au goût du jour le co-living version senior, et il y a une appétence de plus en plus forte là-dessus. Alors, l'habitat collectif, ça date pas d'hier, hein. C'était la fonction traditionnelle des villages avant l'accident de la révolution industrielle. On prenait en charge les anciens, etc. Comme quoi, finalement, il est bon de revenir parfois dans le passé. Est-ce qu'on peut parler d'alignement des planètes avec la loi sur la dépendance qui a été adoptée aujourd'hui par le Parlement? Et est-ce que, c'est pas la question qui fâche, mais tout ça, ça coûte de l'argent? C'est de l'investissement, et la question du financement, notamment sur les établissements publics de santé, est un vrai sujet. On l'a vu d'ailleurs, effectivement, avec ces épisodes tragiques dans les EHPAD, qui s'apparentent souvent à des mouroirs, il faut le dire. Il faut le dire. Est-ce que aujourd'hui, votre alternative, est-ce que Domani, comment vous êtes financé, et est-ce que la cible, est-ce que le public peut avoir, pour des ménages moyens, où on sait qu'on a des chutes de revenus, et ça vous le savez, à la retraite, qui sont significatifs, est-ce qu'on peut avoir accès à vos solutions?
Tout à fait. Nous, on a beaucoup travaillé pour que ce soit une offre financièrement accessible. L'idée de l'habitat partagé, comme vous l'avez dit, elle n'est pas nouvelle, hein. Finalement, ça existe depuis toujours. Même dans la ruralité, il y a eu beaucoup d'habitats Beaucoup dans la partagés. ruralité, bien sûr. À l'étranger, c'est des modèles qui existent beaucoup en Allemagne, aux Pays-Bas. Donc finalement, on revient un peu, on remet au goût du jour quelque chose qui Il y a le existe phénomène déjà des kibbutz urbains, Tout à fait. qui est extrêmement intéressant comme phénomène. Oui, et même si on va encore plus loin, il y a le béguinage à Absolument. l'époque. Voilà, donc on va éviter le kolkhoz, parce que ça rappelle des mauvais souvenirs, mais effectivement, c'est intéressant. c'est très intéressant. Et nous, la question était sur l'accessibilité financière. Ça, on y travaille beaucoup pour avoir des prix maîtrisés. Nous, l'objectif, c'est que à chaque fois, un habitat partagé soit environ 20% moins cher qu'un EHPAD à niveau de service équivalent. Hein. On compare toujours des choses comparables. Et donc, il y a un vrai objectif d'avoir quelque chose de financièrement Le accessible. logement chez Domani coûte 20% de moins qu'une chambre médicalisée dans un EHPAD. En fait, c'est tout compris quand les personnes prennent en plus les repas, l'accompagnement 7 Oui, jours non, sur tout 7. compris. Exactement. Ok, donc ça répond à la question. Vous êtes plus intéressant comme solution sociale et sociétale que les EHPAD traditionnels qui font fuir les gens juste à les regarder, quoi. C'est des choses un peu différentes. Nous, on ne tire pas à balles réelles sur ce modèle-là qui accompagne des gens qui sont de plus en plus Non, dépendants. personne ne tire dessus. Simplement, on constate aujourd'hui qu'il y a une difficulté sociétale qui est celle de la prise en charge des anciens. Et on sait qu'en 2050, mais vous le savez, vous avez vos statistiques, on va littéralement doubler le nombre de personnes qui auront plus de 80 ans. Doubler. C'est un vrai sujet de société. Donc aujourd'hui, on va dire que vous êtes plutôt bien affûté, puisque vous êtes dans l'air du temps. Tout à fait. Et on fait partie notamment de deux collectifs, le collectif des 150 000 et le collectif Habiter Autrement, qui sont des gens qui, avec nous, qui travaillent pour réfléchir sur ces modes de vie alternatifs ou complémentaires parfois aussi des EHPAD. On accompagne un public un peu différent. En EHPAD, les gens vont être peut-être plus dépendants, tandis qu'en habitat partagé, il y a quand même cette notion de partage et du coup un peu plus d'autonomie. Donc voilà, c'est des modèles qui sont assez complémentaires. En tout cas, ce que vous faites, c'est remarquable. Vous preniez l'exemple de l'habitat partagé donc, que vous avez construit il y a 1 an et demi, c'est ça, donc du neuf. Est-ce qu'on peut imaginer un habitat partagé en utilisant de l'ancien? Voilà, quel type de biens correspondent le mieux aujourd'hui à ces habitats partagés? Est-ce qu'on va devoir en construire ou est-ce qu'on va pouvoir utiliser un peu d'ancien aussi? Les deux. Nous, on a un cahier des charges architectural qui est assez précis. Donc finalement, dans l'ancien, parfois c'est compliqué d'avoir cette accessibilité non stigmatisante. Du coup, il y a un gros travail là-dessus. On a à peu près 90% de nos projets qui sont dans le neuf, 10% qui sont dans l'ancien. Il y a aussi la performance énergétique des bâtiments sur lesquels on est très assidus et on regarde vraiment beaucoup. Donc voilà, il y a pas mal de sujets qui font qu'on penche plutôt pour le neuf, même si l'ancien fait partie d'une bonne piste, avec souvent en plus des grands jardins, des belles pierres. Et ça, les personnes âgées aussi apprécient beaucoup. Et comment vous l'avez pensé tout à l'heure? Vous parliez de 2 colocations, d'espaces partagés, d'espaces personnels. Voilà. Comment ça a été pensé? Ça vient de vous? Vous êtes inspiré de quel modèle? Alors nous, ça vient de 2 choses. La première, c'est on allait voir les personnes âgées et on leur a posé la question, qu'est-ce que vous voulez? Et ça, déjà, quand on commence par là, mais c'est pas souvent comme ça que les choses sont faites. Et du coup, une fois qu'on a fait ce travail-là, on leur a demandé qu'est-ce que vous voulez. Et eux, ce qu'ils nous répétaient, c'est on veut pas un ghetto de vieux. Ils nous disaient ça, c'est leur mot. Et ça, ils nous le disaient souvent, et c'était assez intéressant. Et du coup, on a cherché à comprendre le pourquoi du pourquoi du pourquoi. Et en fait, la fin des fins, c'est qu'ils voulaient rester dans la vie. Et ils veulent rester chez eux. Ils voulaient rester dans la vie, oui, quelque chose de normal. Oui. Et du coup, voilà, on a travaillé ça. Donc, oui, il y a cette mixité d'usage. Parfois, on travaille aussi avec d'autres projets d'habitat partagé pour des personnes atteintes d'handicap. Donc, on travaille avec Vitalliance, Stan Schwab et Karine Pirouel qui font un gros travail aussi sur le handicap parce que c'est des choses qui sont assez complémentaires, parce que ça apporte aussi voilà, un peu de vie, un peu de différence, un peu de mixité. Alors vous êtes dans la mouture, un petit peu dans le mood d'une formidable initiative qui avait été initiée par le père Bernard Devers avec Habitat et Humanisme. Tout à fait. Vraiment des projets extraordinaires, notamment sur les personnes âgées dépendantes et en état de précarité sociale. Parce qu'il y a aussi ça, c'est une triple peine hein, pour les personnes âgées. Ils ont une chute de revenus, ils sont pas forcément en bonne santé et ils sont isolés. Et effectivement, on a pris. Alors, la question, elle est technique. Vous avez entendu parler, bien sûr, du rapport Pifto-Wolfram qui a été rendu en 2020. Il est édifiant. Hein. Je vous donne quelques chiffres. On a une infographie sur le sujet. 5000 places existantes à ce jour. Ça, c'est un sujet où il faudrait un nombre de places colossal. Comment parvenir d'ici 8 ans
à avoir jusqu'à 150 000 places. Donc j'aimerais avoir votre avis sur le chantier quasi du siècle, hein, avec la rénovation énergétique. Et puis clairement, est-ce que c'est utopique d'y parvenir, surtout quand on sait qu'il va avoir une explosion démographique sans précédent dans notre pays, mais aussi partout en Europe. Tout à fait. Il y a une vague démographique qui va venir. Il n'y a pas encore aujourd'hui les personnes âgées qui sont les baby boomers. Aujourd'hui, ce sont des papy boomers, mais ils sont encore dans l'âge 78, 80 ans, donc ils sont relativement autonomes pour le moment. Cette vague-là, on la voit venir. Je pense que le gouvernement et beaucoup de monde travaille pour arriver à cet objectif des 150 000 personnes qui habitent en habitat partagé d'ici 2030. Je ne pense pas qu'on arrivera à ça, mais en tout cas, on y travaille, nous, tous les jours. On a besoin aussi de faire des partenariats avec nous, des promoteurs ou des foncières qui réfléchissent à toutes ces thématiques-là, du bien vieillir, mais du bien vieillir dans des bâtiments qui sont énergétiquement faibles en consommation. Donc voilà, c'est des sujets, il y a beaucoup de choses à faire. On n'est pas tout seul, vous l'avez dit, il y a d'autres entrepreneurs sociaux, il y a une vague aussi d'entrepreneurs, d'associations qui travaillent là-dessus, et donc ça, c'est formidable. Alors, il y a une Silver Valley, hein, vous le savez, hein, parce que vous avez reçu le prix, hein, d'ailleurs, de Silver Valley, catégorie vieillissement actif. C'est aussi la récompense de votre modèle, quelque part, mais aussi le signe, le symbole d'une action on va dire, entre guillemets, post-capitaliste, c'est-à-dire qu'un capitalisme qui sert l'homme, qui sert l'humain. Question, est-ce que ça vous a conforté dans votre position? Et deuxième, est-ce que vous pensez pouvoir déployer le modèle de Domani à l'échelle de l'Europe et pourquoi pas beaucoup plus largement? Bah, vous l'avez bien dit, on a fièrement gagné ce prix Silver Valley, qui était un prix très exigeant. Entreprise française, on ne va pas bouder notre plaisir. Donc, qui nous a demandé pas mal de travail. C'était surtout, je pense, un peu l'incarnation que l'habitat partagé est de plus en plus connu et reconnu, et que pour mettre en place de l'habitat partagé, il faut des outils efficaces. Et ça, nous, on l'a compris chez Domani, parce que en fait, les habitats partagés, ce qui plaît aux personnes, c'est la taille humaine, le fait qu'ils soient petits. Mais vous allez plus loin que l'habitat partagé, parce que vous ne faites pas que de la colocation ou que du co-living. Vous mixez les générations. C'est-à-dire que vous répondez à un besoin de rupture de l'isolement social dans les grandes zones urbaines lorsqu'on est jeune et qu'on arrive et qu'on connaît personne, mais aussi vous aidez des personnes âgées à garder le lien social, le lien avec la société. Et les études sont sans appel. Ça augmente la durée de vie et ça leur permet de rester en meilleure santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Domani devrait être remboursé par la sécurité sociale. Alors, en partie, il y a des aides qui existent pour justement les personnes âgées. Il y a une nouvelle aide qui s'appelle l'aide à la vie partagée, qui a été mise en place par le gouvernement, qui vient aider les personnes à financer le projet de vie sociale et partagée. Donc ça, il y a beaucoup de travail. Il y a encore quelques freins qui nécessitent d'être un peu débloqués les uns après les autres. Lesquels, par exemple ? Il y a des freins, un peu tout ce qui est nouveau aujourd'hui est compliqué à mettre en place. Parfois, on a des interlocuteurs qui connaissent pas l'habitat partagé, qui comprennent pas ce côté un peu mutualisation, mise en commun de personnes sous un même toit. C'est une colocation, donc il y a 8 personnes. Donc architecturalement, pareil, c'est un T9, donc c'est assez innovant. Donc voilà, il y a pas mal d'interlocuteurs avec qui on doit discuter pour raconter ce qu'est l'habitat partagé. On leur propose souvent de venir à Pessac, on leur dit vous prenez un gâteau et vous allez discuter avec les personnes âgées. Et ça leur permet de mieux comprendre comment ça fonctionne au quotidien pour ensuite lever tous ces freins un peu juridiques petit à petit. Les investisseurs jouent le jeu, eux, aujourd'hui, ça les intéresse ce type de projet? On va terminer là-dessus, il nous reste quelques secondes. Oui, ça les intéresse beaucoup. On travaille pas mal avec la Caisse des dépôts qui a massivement investi dans l'habitat partagé, qui fait un travail formidable là-dessus. Ensuite, on cherche aussi de nouveaux partenaires qui allient un peu ce côté impact social et impact environnemental, parce que forcément, à un moment, il faut que tout le monde participe et mette un peu à la poche pour que ces projets voient le jour. Merci beaucoup Oscar Lustin d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui dans la Côte Immo. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Je rappelle, vous êtes donc le cofondateur de Domani. Merci Sylvain, la Côte Immo, ça continue.
Rénover un bien, pour certains en rêvent, d'autres y voient leur pire cauchemar, qu'on soit pour ou contre les travaux, ce n'est jamais de tout repos. Bonne nouvelle cependant, il existe un florilège d'aides destinées à inciter les particuliers à rénover. On en parle aujourd'hui avec notre invitée Audrey Zermati, directrice stratégie d'EFI. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans la Côte Immo, merci beaucoup de nous accompagner aujourd'hui. Première question assez simple, comment vous êtes avec EFI positionné sur ce marché de la rénovation énergétique? Voilà, c'était quoi pour répondre à quel besoin? Alors nous, ça fait 13 ans qu'on existe, EFI, et qu'on accompagne à peu près 100 000 personnes tous les ans. Et c'est vrai qu'il y avait un besoin, mais même il y a, là on en parle beaucoup évidemment, mais il y a un peu plus de 10 ans, il y avait déjà un besoin de simplification du sujet pour les gens. Ce sujet est non seulement un peu compliqué, la rénovation énergétique, mais en plus, avec les aides, vous l'évoquiez, ça bouge tout le temps. Donc c'est vrai qu'il fallait à la fois rassurer les gens sur la qualité des travaux à réaliser, et il fallait en même temps pouvoir expliquer et simplifier l'obtention des aides. Et donc c'est un peu notre positionnement aujourd'hui, c'est d'être le tiers de confiance auprès des particuliers sur ce type de travaux. Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les gens beaucoup plus peut-être qu'il y a 10 ans à faire appel à vous? C'est vrai qu'on a vu un peu évoluer ce qui crée l'envie et le besoin et le passage à l'acte. C'est vrai qu'il y a 10 ans, on était plus sur des sujets de confort. J'ai froid, j'ai chaud, et donc je fais des travaux de rénovation énergétique. Aujourd'hui, ce sujet a été positionné plutôt en deuxième. Le premier levier de besoin des gens, c'est la facture énergétique, de réduire... Faire des économies d'énergie. Faire des économies d'énergie, donc des économies de sa facture de chauffage, qui est le premier poste de consommation d'énergie dans la maison. Et puis, un petit nouveau dans les facteurs de passage à l'acte, c'est le patrimoine. C'est valoriser son patrimoine grâce à des travaux de rénovation énergétique, puisqu'aujourd'hui, on peut valoriser ou voir son bien dévalorisé du fait de la performance énergétique de son logement. Sylvain. Alors justement, merci d'être avec nous, Audrey Zermati, parce que vous le savez, aujourd'hui, c'est la dent creuse, hein, l'énergie, c'est vraiment le poil à gratter des deux gouvernements précédents. Explosion des prix de l'énergie, explosion des matières premières, une augmentation significative et parfois inquiétante de l'inflation. Le bouclier tarifaire a été mis en place avec un tarif qui est réglementé, notamment sur le gaz. On va voir une infographie d'ailleurs qui est très significative. 3 milliards 100 ont été mobilisés par l'ANA en 2021 pour aider les ménages à améliorer leur logement, soit plus de 200% par rapport à 2020. On le voit, il y a une implication très forte des pouvoirs publics, mais on n'a pas réellement l'impression de savoir comment ils peuvent s'y prendre. Voilà, il y a France Rénovation qui a été mis en place, il y a un élargissement de ma prime rénov à l'échelle des copropriétés, il y a des ALEC, des aides régionales. Beaucoup de clients, quand ils veulent rendre lisible cette offre qui est parfois pléthorique, compliquée, ils sont désespérés ou comment ils font ? Alors, nos clients, quand ils viennent à nous, c'est que justement, ils sont un peu perdus sur toutes ces évolutions des aides et on peut les comprendre. C'est vrai que c'est un secteur dans lequel, et notamment les aides, on a du mal à stabiliser les politiques publiques. Et on se cherche un peu, vous avez raison. Voire même à les comprendre parfois. Voire même à les comprendre. Donc, c'est vrai qu'il y a un enjeu à simplifier l'accès à ces aides. Et aujourd'hui, il faut rappeler peut-être aux gens qui nous regardent, il y a deux grandes aides pour la rénovation énergétique. Il y a MaPrimeRénov', vous l'avez évoqué, 3 milliards d'euros en 2022. Et il y a les certificats d'économie d'énergie, la prime énergie, qui sont à peu près le double de ce budget. Donc c'est 3 milliards également, entre 3 et 4 milliards. Donc il y a effectivement beaucoup d'argent qui est mis pour aider les gens. Les C2E, ça continue à fonctionner. Et les C2E, ça continue à fonctionner. Donc, il y a un sujet aujourd'hui de baisse des primes du C2E, mais ça continue à fonctionner. Ça continue à financer quasiment la moitié des aides qui aujourd'hui financent ces travaux-là. Mais vous avez aussi la TVA à 5,5, vous avez aussi le prêt à taux zéro, vous avez aussi des aides locales. Donc, c'est vrai qu'on voit un pléthore d'aides. Le sujet pour les particuliers, c'est comment je peux avoir accès à ces aides facilement, voire même, et nous c'est ce qu'on fait chez EFI, les déduire du devis. Donc même pas aller les mobiliser, faire l'avance de frais, mais pouvoir avoir juste un reste à charge à payer pour ces travaux. Alors on se dit tout,
Alors, les aides sont parfois intéressantes lorsque ça s'empile. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sociétés qui se constituent pour effectivement soit des moteurs de recherche, soit des comparateurs. Mais on sait aussi que sur le portail de France Rénovation, de MaPrimeRénov', il faut avoir un soin particulier à choisir les prestataires, notamment ceux, par exemple, qui sont reconnus garants de l'environnement, les fameux RGE. Ils ne sont pas si nombreux que ça. On le voit, les tarifs des artisans, on a fait pas mal de papiers sur la question, sur ce type d'opération, sont plus élevés en moyenne pour ce type d'opération. Alors, sans langue de bois, de quoi s'agit-il en matière de réelles opportunités à rénover à moindre coût? Et quelles sont les précautions à prendre pour justement bien monter son dossier et pas avoir de mauvaises surprises comme on le voit trop souvent malheureusement. Ouais. Alors effectivement, c'est un sujet à la fois sur les aides, vous l'expliquiez, sur lequel il y a un peu de complexité, et c'est un sujet, la rénovation énergétique, où il y a de la méfiance, où il y a de l'inquiétude par rapport à la qualité des travaux. On peut le comprendre. Et on peut le comprendre, puisqu'effectivement, il y a eu pas mal d'abus ces dernières années. Tout dispositif entraîne un effet d'aubaine. Tout dispositif entraîne un effet d'aubaine, et en plus, avec quelque chose qui est aujourd'hui de mieux en mieux contrôlé, mais c'est vrai que jusqu'à présent, qui avait du mal à être sous contrôle et sous vigilance. Donc, ce qu'on dit, nous, aux gens, surtout, ne répondez pas à des gens qui vous sollicitent et qui vous appellent. Donc c'est vrai qu'on a vu fleurir ces dernières années les coups de fil. Les coups de fil sur l'isolation à 1 euro, sur la pompe à chaleur à 1 euro. Ouais. Donc quelqu'un qui va vous appeler, déjà, fuyez, parce que le démarchage téléphonique dans la rénovation énergétique est interdit. Intéressant. Ah bon? Est interdit. D'accord, intéressant. Exactement. Donc c'est interdit. Ça a été donc mis dans la loi. Quelqu'un qui vous appelle, on peut lui dire, écoutez, vous êtes dans l'illégalité. Si vous êtes inscrit sur aucun site qui suppose d'être appelé, d'avoir laissé votre numéro de téléphone et où on vous indique qu'on allait vous appeler pour prendre un rendez-vous. Bien sûr. Dans ce cas-là, et qu'on vous appelle, donc ça veut dire que des fichiers ont été transmis, c'est interdit par la loi. Donc ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est effectivement bien vérifier le professionnel qui va venir réaliser vos travaux. Vous l'avez dit, il faut être qualifié RGE. Garant de l'environnement. Oui, d'accord, hein, systématiquement. Systématiquement, il y a 60 000 artisans RGE en France. C'est encore insuffisant au regard de la dynamique des travaux de rénovation énergétique. Donc, il en faudrait combien si... Il faudrait assez facilement le double si on va vers des rénovations non seulement plus ambitieuses, parce que vous savez qu'aujourd'hui, quand on parle des 600, 700 000 rénovations, on est plutôt des rénovations par geste, donc un changement de chauffage, une isolation. Si on va vers des rénovations plus ambitieuses, il faut notamment que des artisans se mettent ensemble en différents corps de métier et puissent réaliser ces rénovations énergétiques-là. Mais c'est vrai que sur ces artisans RGE, bien vérifier non seulement qu'il est artisan RGE, qu'il est artisan RGE pour les bons types de travaux, parce que parfois il est artisan RGE, et que sa qualification est valide. C'est-à-dire qu'il y a un renouvellement de ces qualifications, il faut bien s'assurer qu'elle est à jour tous les 4 ans. Tous les 4 ans. Ah oui. Donc il faut bien vérifier que cette qualification est à jour. Et ça reste quand même, vous êtes d'accord, ça reste quand même un marqueur sécurisant. Tout à fait. Alors, il y a beaucoup de critiques sur la qualification RGE, mais ça reste un marqueur. Ça permet quand même de valider. Nous, on travaille à peu près avec 3600 artisans partout en France qualifiés RGE. On vérifie aussi les notations sur Internet. On vérifie aussi la solidité financière de l'entreprise. Voilà, parce que RGE, c'est nécessaire. C'est pas complètement suffisant non plus pour s'assurer qu'on fait travailler des partenaires de qualité. Pour revenir sur cette question du coût et des aides donc financières disponibles pour les particuliers qui souhaiteraient rénover leur logement, quel est le coût moyen, voilà, si on peut en trouver un en tout cas, vous allez nous donner un ordre d'idée, de rénovation énergétique de son logement? Quelle partie sera donc couverte par ces aides? Voilà, de quelle manière, voilà, si vous pouvez nous donner un ordre d'idée aussi. Alors, c'est compliqué de vous donner un ordre d'idée. Je vais vous le donner par type de travaux. Ça peut aller, si je vais vous donner sans aide, ça peut aller de à peu près 12 à 13 000 euros pour une pompe à chaleur. Et si vous faites une rénovation globale performante, entre 40 et 50 000 euros. C'est-à-dire que vous faites à la fois les fenêtres, l'isolation par l'extérieur, l'isolation de la toiture, évidemment, changement de système de chauffage. Donc, vous voyez il peut y avoir une grande hétérogénéité. Et après, les aides, elles sont progressives selon votre niveau de revenu. Elles peuvent couvrir jusqu'à 90% du devis et jusqu'à 40, 30% selon votre niveau de revenu et selon votre type de travaux.
Vous, ce que vous vendez auprès de vos clients, j'imagine, donc c'est un investissement à un moment, à un instant T, qui derrière, c'est ce que vous disiez, on fait des économies d'énergie, donc on fait des économies sur la facture. C'est ça, est-ce que il y a des objectifs, voilà, vous inquiétez pas, au bout de 5 ans, de toute façon, vous serez rentabilisé, vous inquiétez pas. Alors, c'est vrai que aujourd'hui, comme je le disais, le premier motif pour les particuliers, c'est la réduction de la facture. Il faut savoir, en moyenne, un Français, sa consommation de chauffage, c'est une facture de 1 600 €. Quand on est, par exemple, chauffé au fioul, on est plutôt sur une facture de l'ordre de 2 000 €. Ça, c'était, je dirais, début 2021. Aujourd'hui, avec l'explosion des prix de l'énergie, la facture, le fioul a pris de 80%. Le gaz a pris... va bientôt être interdit comme... Et le fioul, c'est pas le fioul qui va être interdit, c'est la vente de nouvelles chaudières fioul. Les gens, voilà. C'est-à-dire 3 millions de personnes. Aujourd'hui, 3 millions de personnes. Donc ces gens-là, il n'y a pas d'interdiction à ce qu'ils continuent à se chauffer au fioul. Pour autant, c'est clair que le prix qui a quasiment doublé, on est sur des niveaux de facture très importants. Ces gens-là, je vais vous donner un exemple, quand on met une pompe à chaleur, on installe une pompe à chaleur ou une chaudière biomasse chez quelqu'un qui est chauffé au fioul, on fait plus de 60% d'économie de facture. Donc on va être effectivement sur des investissements extrêmement de plus en plus rentables, je dirais, du fait de l'explosion des prix de l'énergie. Alors, 7 lettres énergétiques sont concernées pour graduer finalement les dépenses d'énergie. Vous le savez, le moratoire, ça y est engagé, le calendrier est fixé. Ça commence d'ailleurs dès le 1er juillet 2022 avec le gel des IRL, donc l'indice des loyers, et aussi 2023, 2025 jusqu'à 2034, étiquettes énergétiques F et G seront retirées du marché, ainsi que les étiquettes E, c'est-à-dire interdits à la location. Ce qui ne veut pas dire que ceux qui sont propriétaires occupants, eux, continueront finalement à avoir des problèmes d'énergie. C'est le chantier du siècle. Est-ce qu'aujourd'hui, la position des filles, à travers justement le schéma des copropriétés, je vais vous donner un indicateur, qui est celui des chiffres de MaPrimeRénov', qui a été absolument phénoménal en termes d'explosion, plus de 800 000 dossiers. Sauf que quand on analyse les chiffres, on voit que les 2/3 concernent l'habitat individuel, les maisons. Alors, question, est-ce que l'habitat collectif, dans les grandes villes, ça va être le gros sujet pour vous? Alors, EFI adresse principalement l'habitat individuel. L'habitat collectif, il y a 2 sujets. Il y a le sujet des décisions individuelles dans l'habitat collectif et le sujet des décisions collectives dans l'habitat collectif. Vous réalisez un changement de fenêtre dans votre appartement, c'est une décision individuelle. Dans ce cas-là, nous, EFI, on peut vous aider à ce type de décision. Par contre, il y a des décisions qui sont collectives. Le changement de système de chauffage dans votre immeuble, l'isolation par l'extérieur de votre immeuble, ce sont des décisions collectives qui sont du ressort de la copropriété. Dans ce cas-là, effectivement, c'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué. Ça va se développer, et c'est vrai que vous rappelez les chiffres sur MaPrimeRénov'. MaPrimeRénov', pour les copropriétés, ça a débuté en juillet 2021. Quand on compare à l'habitat et à la décision individuelle, on était depuis janvier 2021 et c'était quand même des aides qui étaient avant gérées par l'ANA, qui étaient connues des particuliers. Sur la partie copropriété, c'est déjà une aide qui est plus récente, qui est plus longue à se mettre en place, parce qu'il faut des décisions avec des majorités au sein des AG de copro. Donc c'est vrai que c'est un sujet qui est compliqué, mais je suis assez d'accord avec vous. Il y a un traitement de l'habitat individuel qui est finalement, malgré les complexités des aides et de la réassurance nécessaire à faire, c'est un sujet qui est plus facile à adresser que le sujet de la copropriété avec des décisions collectives. On va s'arrêter sur ces mots. Merci beaucoup, Audrey Zermatt, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes directrice stratégie d'EFI. Merci beaucoup. Merci, Sylvain. Oui, merci. Et encore une fois, on continuera à parler de ces sujets qui concernent tout le monde. Merci de nous avoir suivis dans la Côte Imo, qui est toujours diffusée, bien évidemment, sur Bismart et Radio Imo, chaque jour à midi. Un grand merci à tous nos invités. On va se retrouver demain, même heure, même endroit. Eva, si vous voulez bien, on va parler de tendance marché. C'est toujours l'émission qu'on retrouve tous les mercredis. Je vous dis à demain.